Et c'est parti pour l'après-midi. Donc Noélie va nous présenter son expérience des jeux vidéo et surtout comment rendre son jeu vidéo accessible. Alors, avant tout, il va y avoir des petits sous-titres qui vont commencer à s'afficher, voilà, à un moment donné. Si on peut essayer de faire le moins de bruit possible comme ça, il reste à peu près cohérent, parce que ça n'est pas toujours super fiable, surtout en fonction de mon accent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien mangé, qu'il fait pas trop chaud. Donc, on va passer l'heure ensemble pour explorer un sujet important mais qui est souvent très sous-estimé, c'est l'accessibilité dans les jeux vidéo. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'heure, on débloque ensemble un nouveau succès, celui de rendre son jeu vidéo accessible. Et mes slides ne marchent pas. Si, c'est bon. Alors, pour me présenter rapidement, moi je suis Noélie, je suis actuellement Engineering Manager chez Jagi, qui est une mutuelle, donc rien à voir avec le jeu vidéo. Voilà, comme ça c'est dit. Je suis également formatrice, je donne des cours de développement web front axés sur l'accessibilité numérique à des étudiants en école. Accessibilité et pas accessibilité, voilà. Pourquoi je vous disais, en fonction de comment je parle, c'est pas très fiable. En parallèle de tout ça, je suis également bénévole chez Gamer. Gamer, c'est une association engagée dans la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le jeu vidéo, l'e-sport et le streaming. Voilà. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, on va parler un petit peu handicap. C'est un peu nécessaire vu le sujet. Là, sur l'écran, vous avez 6 catégories de handicap qui sont définies par l'AGFIP. Dans ces catégories, on a du coup tout ce qui est troubles moteurs. Troubles moteurs, ça va être des difficultés à se déplacer, à effectuer certains mouvements, et bien d'autres. Mais je vais rester assez exhaustive dans ce que je vous dis parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ensuite, on va avoir les troubles sensoriels. Dedans, j'ai un peu regroupé tout ce qui est troubles visuels et auditifs de léger à profond. Donc ça peut être quelqu'un qui a des acouphènes, ça peut être quelqu'un qui est sourd, ça peut être des personnes qui sont achromates ou des personnes aveugles. On verra plus en détail par la suite. Des troubles intellectuels, donc plutôt limitation de la compréhension, conceptualisation ou encore de la communication. Psychique, on y pense très peu quand on fait des sites web, des apps mobiles, etc. Mais quand on fait du jeu vidéo, c'est très important. Pourquoi ? Parce que dans psychique, en fait, on va regrouper tout ce qui est trauma, phobie, trouble anxieux ou même addiction. Voilà. Cognitif également, pour tout ce qui va être trouble du comportement, déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, trouble du spectre autistique et trouble dys, donc dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, etc. Enfin, les maladies invalidantes, donc ça va être toutes les pathologies comme le cancer, le VIH, la sclérose en plaques, ou même des états liés à des maladies comme le Covid long. Voilà. Quelques faits importants qui ne sont pas sur la slide. Une personne sur 6 dans le monde est en situation de handicap. La majorité des handicaps sont invisibles, donc ça peut passer inaperçu. Vous allez beaucoup entendre 80% des handicaps sont invisibles. Personnellement, je ne sais pas d'où sort le chiffre, je n'ai jamais trouvé de source officielle, donc la plupart. Maintenant, dans le jeu vidéo, en 2021, il y a une étude d'Accenture qui a été faite, dans laquelle on a en fait, ils ont constaté qu'il y avait 2,7 milliards de personnes qui jouent aux jeux vidéo dans le monde. Et parmi ces personnes, Microsoft estime que 15% des joueurs et des joueuses sont en fait en situation de handicap, ce qui représente près de 400 millions de personnes dans le monde. Voilà. Un autre aspect important à garder en tête, c'est que le handicap, il n'est pas toujours permanent. Il peut également être temporaire ou situationnel, ce qui va rendre la réflexion autour de l'accessibilité plus importante et plus pertinente. Là, vous avez du coup ce qu'on appelle le Persona Spectrum, qui provient du Design Toolkit de Microsoft. Et si on prend le premier exemple, on a 3 situations, enfin 3 types de situations. Une situation situationnelle, super. Donc on a une personne qui tient un enfant dans ses bras. C'est situationnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette personne pose l'enfant, il y a plus de... les bras sont libres. On a une personne qui a un bras dans le plâtre, et bien tant que le bras n'est pas guéri, elle n'a qu'un bras. Et enfin, en permanent, on va avoir une personne qui n'a qu'un seul bras.
Pourtant, ces 3 personnes vont pouvoir, à certains moments donnés, rencontrer les mêmes problématiques. Voilà. Il en va de même pour la vue, pour l'ouïe et pour l'élocution. Petite définition importante. Et c'est là où je vous dis qu'en fonction de mon accent, les sous-titres vont être terribles. Donc là, vous avez une définition de l'IGDA GAZIG, qui est l'International Game Designer Association, Game Accessibility Special Interest Group. Donc c'est le groupe d'intérêt spécifique à l'accessibilité des jeux vidéo. Et cette définition a dit que les situations de handicap apparaissent dues à des décalages entre les capacités d'une personne et les barrières avec lesquelles elles sont en interaction. La plupart de ces barrières sont non intentionnelles et non nécessaires. Accessibilité veut dire éviter ces barrières non nécessaires. Vous avez participé pour savoir si vous avez compris par la suite. Du coup, on a parlé de barrières juste avant. Et ce qui est important de distinguer, c'est vraiment qu'on a des barrières intentionnelles. Ces barrières intentionnelles, elles vont être essentielles pour le concept même du jeu. C'est-à-dire que si on n'a pas ces contraintes, l'expérience du jeu, elle est un peu perdue. Vous avez un premier exemple avec Professeur Layton. Est-ce que ça parle à tout le monde dans la salle? Ok. Pour les personnes à qui ça ne parlerait pas, Professeur Layton, c'est un jeu dans lequel on doit résoudre des énigmes à complexité variable. Voilà. Sauf qu'en fonction de la complexité de ces énigmes, ça peut poser effectivement des problèmes dans l'expérience de jeu de personnes qui auraient de la dyscalculie, si par exemple il faut faire des calculs. Ça peut être beaucoup d'exemples que je pourrais donner, mais du coup c'est une barrière pour des personnes qui pourraient avoir certaines difficultés. Mais si on retire tous ces énigmes, en fait on perd le concept même du jeu parce que Professeur Layton c'est résoudre des énigmes. Deuxième exemple, c'est WarioWare. Ça parle peut-être un peu moins de monde. Ok. WarioWare, c'est une série de mini-jeux où tout se joue sur la rapidité. Il n'y a pas forcément de tutoriel, parfois. Et en fait, la rapidité, elle peut vite être pénalisante et devenir une barrière pour des personnes qui ont des troubles anxieux, qui ne seraient pas à l'aise avec quand tout va trop vite, ou même pour des personnes qui seraient sur le spectre autistique, ça peut aussi poser des problèmes. Et le fait de retirer cette vitesse sur ces mini-jeux, ça nous fait perdre tout le concept du jeu. Voilà, est-ce que c'est à peu près clair pour les barrières intentionnelles? Parfait. On a également des barrières involontaires. Elles ne sont pas conçues pour nuire, mais elles peuvent exclure certains joueurs et certaines joueuses. Là, vous avez sur l'écran l'exemple du jeu mobile Two Dots, qui consiste à aligner des points de couleurs différentes. Cependant, pour les personnes daltoniennes ou achromates, alors achromates, si jamais ça vous parle pas, c'est des personnes qui vont en niveau de gris. Voilà. Et les couleurs, elles peuvent ne pas être discernables tout le temps. Même moi, là, je pense qu'avec le Projo, les points violets sur le fond bleu foncé, c'est un peu complexe. Et ça crée une barrière. Et ils ont en fait résolu cette barrière en amenant la capture d'écran juste à côté, où on a des sigles distinctifs pour chaque couleur. Ça permet à tout le monde de profiter du jeu de manière équitable, en retirant la barrière qui n'avait pas besoin d'être là. C'est là où vous avez participé. Vous avez sur l'écran une capture d'écran du jeu Pokémon Go. Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce qu'il faut que j'explique un peu? Non, c'est bon? Ok. Bon, vous comprenez le principe, hein, on sort dehors avec son téléphone et puis on va capturer des Pokémon. Voilà. Avec ces informations, je vous demanderai de lever la main. Il y a 3 propositions. Qui pense que le jeu a des barrières intentionnelles? Qui pense que le jeu a des barrières involontaires? Et qui pense qu'il y a les deux? Qui pour les deux? Ok. Qui pour intentionnel? Ok. Et pour involontaire? Ok. Eh bien, c'est les deux. En fait, lors de son lancement, Pokémon Go, la barrière intentionnelle, c'était qu'il fallait sortir de chez soi. Il y a eu un truc super en 2020 qui a fait que tout le monde est resté chez soi, en fait. Voilà. Et Pokémon Go, fallait quand même qu'il continue à attirer des gens sur le jeu pour pouvoir continuer à vivre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont adapté tous les mécanismes du jeu et les moyens de jouer pour pouvoir continuer à capturer des Pokémon depuis chez soi. Et en fait, c'est là où on se rend compte que la barrière qui était de devoir sortir de chez soi,
au final, elle n'était pas nécessaire et elle pouvait être contournée sans nuire à l'expérience du jeu. Voilà, c'est assez clair. Mais en fait, ça va bien plus loin qu'une histoire de barrière. L'accessibilité dans le jeu vidéo, c'est vraiment un outil qui va permettre à beaucoup de monde de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir avoir un sentiment d'accomplissement et d'appartenance à une communauté. Là, vous avez un témoignage d'une personne qui est devenue handicapée des suites d'un accident, qui dit que quand le monde lui est devenu... Pardon, il fait chaud. Que quand le monde entier lui est devenu inaccessible, les jeux vidéo lui ont redonné des possibilités. Il y a un truc que j'aimerais sur lequel vous soyez prêts à répondre si on vous pose cette question, c'est la différence entre accessible et abordable. Et ça me tient énormément à cœur. Les termes accessibles et abordables, ils sont très souvent utilisés à tort. C'est-à-dire que, par exemple, on va voir un jeu, on va dire « Ah, il a l'air accessible, celui-là », parce qu'en fait, il est pas cher, ou qu'il est très facile. C'est pas forcément le cas. Ce que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est que accessible, ça signifie vraiment qu'il y a des mesures qui ont été prises pour que le jeu puisse être joué par des personnes handicapées. Ça veut dire qu'on a intégré des fonctionnalités spécifiques pour ces personnes, mais ça implique également qu'on a collaboré avec des personnes handicapées pour concevoir le jeu. Voilà. Et abordable ou approchable, ça a plutôt signifié que des mesures ont été prises pour que des personnes novices puissent y jouer. C'est plus dans le sens on facilite l'accès aux nouveaux joueurs et nouvelles joueuses, ou encore aux non-initiés d'un genre en particulier. Donc ça passe par des éléments comme des tutoriels qui expliquent un peu les mécaniques du jeu, des modes adaptés, donc des modes histoire sans défi, et ça va surtout être des tests utilisateurs qui vont être faits plutôt avec des personnes novices, ou débutantes, ou qui ne connaissent pas du tout le genre de jeu. Ça va aussi passer par des prix réduits pour les joueurs qui débutent, ou des personnes qui hésitent à s'engager financièrement dans un jeu. L'objectif d'un jeu qui est abordable ou approchable, c'est plutôt de réduire les obstacles à l'amusement. Voilà. Accessible, approchable, différent, j'espère que c'est assez clair. On va vérifier ça. Vous avez ici une capture d'écran du jeu Les Sims 4. Ça parle à tout le monde. Si jamais. Les Sims 4, c'est maintenant un jeu free-to-play. Le jeu de base, pas les DLC. Je précise au cas où. Autrement dit, il est gratuit, dans lequel vous créez des petits personnages qui s'appellent des Sims, vous pouvez construire leur maison, gérer leur carrière, enfin vous faites, c'est une simulation de vie, quoi. Quand vous commencez, vous avez un petit tutoriel qui vous est proposé pour vous expliquer un peu les bases du jeu et vous montrer quelques mécaniques. Et en termes d'accessibilité, on a quelques fonctionnalités comme des options de modification des contrôles, ou encore de modifier la difficulté de certaines tâches, mais il manque quand même des options plus poussées pour permettre à des personnes qui seraient malvoyantes ou malentendantes de pouvoir jouer au jeu. Bon, j'ai un peu donné la réponse, hein, mais avec ces éléments-là, est-ce que vous pensez qu'il s'agit plutôt d'un jeu accessible ou approchable, abordable? Voilà, effectivement. C'est vrai que bien qu'il soit gratuit et facile d'accès, du coup, il reste très limité dans ses options d'accessibilité. Pourtant, ce qui est important à noter aussi, c'est qu'ils sont très bons pour la représentation des handicaps. Il y a une mise à jour gratuite qui est sortie dans le jeu qui vous permet d'avoir des appareils auditifs. Voilà. Ils sont pas bons partout, mais en termes de représentation, il y a quelque chose. Quand on parle d'accessibilité dans le jeu vidéo, on pense tout de suite au filtre de daltonisme ou encore aux sous-titres. On en a un peu parlé, mais c'est vraiment que la surface de l'iceberg. Il y a énormément de choses et c'est très très large. On va voir un peu ce qui se fait pour les troubles moteurs, pour les troubles visuels, auditifs, pour l'élocution également, parce qu'on l'oublie beaucoup, mais ça peut être important en fonction des jeux, et pour les troubles cognitifs. Je vais boire un peu d'eau et on attaque. Alors, l'un des premiers éléments pour les troubles moteurs, ça va être la capacité à avoir du matériel adapté. Et du coup, ça passe par des exemples comme ceux que vous avez à l'écran avec différentes manettes et contrôleurs. Alors, le premier, c'est la PlayStation Access, donc c'est la manette
de PlayStation. Je pense que le nom est assez clair, qui permet de concevoir sa manette avec, de la manière dont on le souhaite. C'est-à-dire que tous les boutons sont détachables et attachables selon nos besoins. Et ça permet vraiment une personnalisation qui est propre à ses besoins. À côté, on a le joystick adaptatif Xbox qui est sorti il n'y a pas si longtemps, mais ça fait un moment maintenant, peut-être début d'année, je crois, de mémoire, qui permet justement d'être un petit plus à la manette classique ou au hub. Enfin, Microsoft a sorti le Xbox Adaptive Controller, qui permet de brancher plein de périphériques différents, qui permet notamment de pouvoir jouer aux jeux vidéo juste avec le souffle, notamment. J'ai pu tester, c'est très sympa. Donc voilà, le joystick, ça fait un peu penser au nunchuck de la Wii, si ça vous parle, à un certain degré. Et enfin, vous avez tout en dernier la Switch 2. Alors, c'est pas une manette à part entière, mais la console a été conçue pour avoir des options d'accessibilité intégrées dans le device, ce qui n'est pas forcément le cas de la PlayStation ou de la Xbox, par exemple. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je sais que j'ai plus le nom exact, mais le Google Accessibility Discovery Center à Paris vous propose de tester ces différents outils. Bon, pas la Switch 2, mais la manette PlayStation et le Xbox Adaptive Controller. Voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas à les tester. Alors, je suis partie un peu sur des jeux mobiles, parce que c'est vrai qu'à la base, ma conf, on n'avait pas beaucoup, mais je pense que c'est très intéressant. Toujours dans les troubles moteurs, une première option qu'on peut proposer au sein de son jeu, c'est la possibilité de modifier les touches ou les contrôles du jeu. Pourquoi ? Parce que ça permet de personnaliser le jeu en fonction de ses besoins spécifiques. Alors, à l'écran, vous avez une capture d'écran de Google Play Games Beta sur PC, si ça vous parle, qui permet du coup de jouer aux jeux mobiles sur son PC. Et en l'occurrence, ça nous permet de, au lieu d'utiliser la souris pour faire office de... comme si on touchait sur son téléphone, on utilise la souris, là on peut utiliser les touches du clavier notamment. Et à côté, vous avez une capture d'écran du jeu Alien Isolation sur mobile, qui permet d'avoir un mode gaucher. Alors, je ne dis pas qu'être gaucher est un handicap, non, loin de là. Mais ça peut être une très bonne alternative pour des personnes qui n'auraient pas forcément beaucoup de force dans la main droite, ou qui ne seraient pas en mesure d'utiliser la main droite pour jouer de la meilleure façon. Donc ce genre de mode peut être très bien. Et pour aller plus loin, et là on revient un peu plutôt sur PC, console, etc. Un exemple parlant que j'ai, c'est sur Palworld. Palworld qui est un jeu qui ressemble beaucoup à Pokémon, mais avec des armes. Voilà. Et dans ce jeu, pour fabriquer des objets, il faut rester appuyé sur une touche très longtemps. Voilà. C'en est venu à des threads Reddit de personnes qui se demandaient et vous utilisez quoi pour bloquer votre touche F ? Et s'en suivait du coup des photos de personnes avec moi j'ai bloqué un bouchon de stylo pour maintenir ma touche F appuyée. Moi j'ai mis un dictionnaire dessus. Enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Et la possibilité en fait de pouvoir modifier cette touche et de dire non, au lieu de rester appuyé sur F, moi je veux faire 3 clics. Pourquoi pas, hein, mais ça peut être des solutions. Et en fait, le jeu ne permettait pas de le faire. Alors je sais pas maintenant avec toutes les mises à jour, j'y ai pas rejoué, mais voilà, à ce moment-là, ça ne me permettait pas de le faire. Mais du coup, en fait, pouvoir modifier les touches, c'est permettre à des personnes qui pourraient ne pas rester appuyées longtemps sur cette touche, de pouvoir jouer au jeu. Et on pense aussi aux interactions des claviers AZERTY, QWERTY, comment est-ce qu'on fait pour modifier ça. Une autre façon de rendre les jeux plus accessibles, toujours dans les troubles moteurs ici, c'est en intégrant des éléments d'accessibilité directement dans le gameplay. Vous avez ici un exemple de Just Dance, qui propose des danses adaptées pour les joueurs et joueuses qui ne peuvent pas se lever ou qui ont des difficultés à bouger, à se tenir debout ou encore à faire des mouvements trop physiques. Donc si vous êtes en fauteuil roulant et que vous voulez jouer à Just Dance, c'est possible, il faut juste sélectionner les chansons qui permettent les danses assises. Voilà, il y en a plusieurs. Et en fait, cet exemple, il montre que l'accessibilité, c'est pas forcément un ajout ou un mode supplémentaire, ça peut être directement intégré dans la conception du jeu, et plutôt que d'imposer des actions spécifiques,
et ben on va permettre à beaucoup plus de monde de pouvoir jouer au jeu de la même manière. Voilà pour les troubles moteurs. Quand on parle d'accessibilité visuelle dans les jeux vidéo, il y a plusieurs aspects essentiels à prendre en compte. D'abord, les filtres pour le daltonisme, on l'a vu avec l'exemple de Two Dots. Ben là, vous avez l'exemple de Fortnite. Pourquoi pas. Et Fortnite, ce qu'il propose, c'est différents modes adaptés à différents types de daltonisme. Parce que vous n'avez pas qu'un seul type de daltonisme, sinon c'est pas drôle. D'ailleurs, messieurs, vous êtes plus concernés par le daltonisme que mesdames. Si je prends un autre exemple, Baldur's Gate 3, est-ce que ça parle à tout le monde? Ok. Eh bien, Baldur's Gate 3, ils ont ajouté ces filtres bien plus tard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la petite minimap, et ben, pour les personnes qui avaient un certain type de daltonisme, les ennemis et les alliés avaient exactement la même couleur. C'est un peu dommage de confondre alliés et ennemis en combat, et ça peut, parfois ces personnes pouvaient tuer leur propre équipe par erreur. Donc l'ajout de ces filtres, ça peut permettre d'éviter cela. Et enfin, il y a aussi l'importance de pouvoir agrandir l'interface. Donc ça, c'est mon autre capture d'écran qui se voit pas forcément très bien, mais il s'agit des options d'accessibilité de The Last of Us Part 2, qui peut être joué par des personnes aveugles, si vous le saviez pas. Et en gros, on peut permettre d'augmenter du coup l'interface, donc tous les éléments, donc l'inventaire il est agrandi, la minimap on peut l'agrandir, enfin on peut tout agrandir. Ça peut également être des éléments audio qui sont mis en avant. Par exemple, on va amplifier certains sons. Je sais plus exactement ce qu'il y a d'autre dans les presets, mais voilà, vous avez plein de choses différentes qui peuvent être proposées. Et augmenter la taille du texte. Et en fait, ça change tout pour des personnes malvoyantes, parce que... alors, en anglais, ça sonne mieux qu'en français, mais en fait, il y a pas... Enfin... il y a différents types de malvoyance, c'est-à-dire qu'on peut être aveugle complètement, mais on peut aussi avoir d'autres types de... Enfin, on peut être malvoyant d'une autre... Enfin, c'est pour ça que je dis qu'en anglais, c'est un peu plus clair. Mais par exemple, on peut avoir... alors, je crois que c'est de la rétinite de mémoire, où on ne voit pas... Enfin, on peut voir avec des taches par endroit. On peut voir comme si on voyait à travers le trou d'une serrure. Enfin, il y a différents types de malvoyance. Et en gros, ces options de pouvoir agrandir les éléments, de pouvoir les déplacer, etc., ça peut permettre à plein de gens de pouvoir jouer au jeu. Alors, ça semble être des options assez classiques qu'on retrouve partout, mais ça fait vraiment une énorme différence. Autre chose importante, c'est qu'on recommande également de mettre tous ces textes à minimum 26 pixels. Voilà, si jamais. Passons maintenant, sinon toujours dans la vision, pardon, c'est les lecteurs d'écran. Est-ce que ça vous parle? Vous savez ce que c'est un lecteur d'écran? C'est un outil qui vous permet qui lit pour vous ce qui est à l'écran. Il y en a sur mobile, il y en a sur le web, il y en a un peu partout. Et bien là, l'exemple que vous avez à l'écran, c'est Diablo 4 qui permet aux utilisateurs d'utiliser le lecteur d'écran de leur choix. C'est-à-dire que généralement, dans les jeux, vous allez plutôt avoir du text-to-speech. Donc c'est le texte qui va être parlé. Et bien là, Diablo 4 vous propose d'utiliser un lecteur d'écran que vous utilisez quotidiennement. Admettons, vous utilisez NVDA au quotidien, vous avez passé un long moment à le paramétrer pour qu'il fonctionne selon vos besoins. Eh bien, pas besoin de vous embêter avec du text-to-speech, vous pouvez tout à fait utiliser NVDA avec vos paramètres que vous avez passé du temps à configurer pour jouer à Diablo 4. Alors je dis NVDA, mais ça peut être VoiceOver, ça peut être JAWS, ça peut être n'importe quel lecteur d'écran de votre choix. Alors, en fonction de la compatibilité avec le jeu, bien entendu, mais de mémoire, c'est les 3 que j'ai cités qui fonctionnent le mieux avec le jeu. Voilà. Donc ça, c'était pour les troubles visuels. On va passer maintenant aux troubles auditifs. Et du coup, l'accessibilité auditive dans les jeux vidéo, ça va se jouer principalement sur l'intégration de plusieurs points. Alors, premier élément, ça va être une intégration d'indicateurs visuels pour tout ce qui est éléments sonores. C'est ma première capture d'écran où on peut voir les options du jeu League of Legends. League of Legends, ça parle à du monde? Voilà, c'est un jeu, on joue à 5 joueurs contre 5 joueurs, il faut aller détruire la base ennemie. Et bien et on incarne des champions qui ont des compétences différentes. Et bien certains champions ont des compétences qui sont signalées uniquement par des effets sonores.
Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais admettons vous jouez un champion comme Sion. Sion a une attaque, son attaque ultime, qui va lui faire traverser un morceau de la carte assez rapidement. Et bien en activant cette petite case, ça vous permettra d'avoir un indicateur visuel sur votre écran avec la tête du champion et l'indication qu'en fait il a lancé son attaque. Cet indicateur visuel, ça peut être différentes choses. Là, je vous ai donné un exemple, mais ça peut fonctionner pour plein d'autres choses. Et c'est présent pour rendre du coup des informations accessibles aux personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Et ça peut permettre aussi de s'assurer que même si on n'a pas le son, on est en mesure de pouvoir suivre l'action et comprendre les éléments clés de ce qui se passe. C'est également des sous-titres et de la personnalisation des sous-titres. Donc c'est mon autre capture d'écran. Et du coup, l'idée c'est qu'on propose des sous-titres, mais on permet aux personnes de pouvoir les adapter selon leurs besoins. C'est-à-dire, admettons que vous avez 4 personnes différentes qui vont parler, et des sous-titres c'est bien, mais si vous mettez l'option de mettre le nom du personnage qui parle juste avant, c'est mieux. Quelques petites stats sur les sous-titres. Alors c'est David Tisserand, qui est le directeur de l'accessibilité chez Ubisoft, qui les a partagés. Excusez-moi. En 2018, il y a Assassin's Creed Origins qui est sorti. Et lors de la sortie du jeu, ils n'avaient pas activé de sous-titres par défaut. Fallait aller dans les options pour les activer. Et il y a 60% des personnes qui sont parties les activer. Un an plus tard, c'est Assassin's Creed Odyssey qui sort. Et là, les sous-titres étaient activés par défaut. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y a 95% des personnes qui les ont gardés. Voilà, donc il n'y a que 5% des personnes qui sont parties dans les options pour les désactiver. Pareil, on a Far Cry New Dawn qui est sorti, je sais plus quelle année. Mais en fait, pareil, les sous-titres ont été activés par défaut et 97% des personnes ont décidé de les garder. Donc là, pareil, on n'a que 3% des personnes qui sont parties les désactiver. Ces chiffres, en fait, ils montrent qu'il y a clairement une majorité de personnes qui préfèrent avoir les sous-titres activés. Ça ne concerne pas forcément que des personnes malentendantes, ça concerne tout le monde. Ça peut être des personnes qui ne peuvent pas forcément se concentrer sur vraiment les dialogues, parce que soit il n'y a pas de doublage, soit parce que on n'est pas dans un environnement propice pour vraiment écouter ce qui se passe. Et ça peut permettre, d'une certaine manière, d'avoir une expérience de jeu un peu plus immersive ou plus claire. Toujours pour les troubles auditifs, un des plus gros progrès significatifs pour améliorer l'accessibilité, c'est l'inclusion de la langue des signes. Je bois un peu d'eau, on en parle. Alors, 2 exemples à l'écran. Le premier, c'est Forza Horizon 5. Forza Horizon 5, dans les options, vous pouvez activer l'affichage d'interprète en langue des signes sur les cinématiques. Voilà, c'est très cool. Et une autre chose à noter, j'aime bien parce que ça me fait beaucoup rire, l'interprète, il est plus grand que les interprètes que vous avez sur les élocutions présidentielles. Voilà. Comme quoi, hein. Et ça permet du coup aux personnes sourdes ou qui communiquent via la langue des signes de pouvoir du coup suivre l'histoire, profiter des cinématiques, parce que n'oublions pas que effectivement c'est bien, là j'ai un sous-titre en anglais, mais c'est pas forcément la langue maternelle de tout le monde, et certaines personnes apprennent à communiquer en langue des signes depuis toujours. Et c'est donc leur langue maternelle, et l'anglais est une langue secondaire. Voilà, donc bonne chose. Et l'autre exemple que vous avez, c'est le jeu Spider-Man Miles Morales, où là, en fait, ce sont directement les personnages du jeu qui utilisent, alors, dans ce cas-là, c'est la langue des signes américaine, pour communiquer entre eux. On a bien sûr quelques sous-titres, c'est censé être un GIF, mais pour diverses raisons, ce n'en est pas un. Et en fait, ça permet quand même d'avoir de la représentation, c'est plutôt cool aussi. Et en fait, juste avoir de la langue des signes, c'est quand même des ajouts supplémentaires qui peuvent faire vraiment une grosse différence. Alors c'est vrai que ça demande quand même un certain budget, hein, bien sûr, mais c'est toujours intéressant à avoir en tête. Pour l'élocution, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, hein. Mais quand on joue à des jeux en ligne, surtout multijoueurs, la communication c'est un peu indispensable.
vous avez 2 captures d'écran. La première, c'est le jeu Wild Rift, qui est le League of Legends, mais du coup sur téléphone. Où vous avez différentes options pour amener certains éléments d'information à votre équipe, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez aller quelque part, etc. Et ça, du coup, c'est accessible juste via le pouce, il n'y a pas besoin de forcément taper du texte. Vous pouvez taper du texte si vous le souhaitez. Mais ces petites options-là, elles permettent en fait que si jamais vos coéquipières n'aient pas la même langue maternelle que vous, pouvoir communiquer très facilement parce que tout est traduit en fonction des téléphones, etc. Donc pas de problème. Et de l'autre côté, vous avez aussi une capture d'écran de Pokémon Unite. Bon, c'est le même genre de jeu, hein, c'est pareil, 5 contre 5, et puis il faut aller détruire à base ennemie, mais avec des Pokémon cette fois. Pareil, vous avez du coup des petites options de chat rapide qui vous permettent de pouvoir communiquer avec l'équipe. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'effectivement, c'est que tout le monde n'a pas la possibilité ou même l'envie d'utiliser sa voix en jeu, et beaucoup de raisons à ça. On a des personnes qui sont muettes, tout simplement. On a des personnes qui parlent une langue différente de leur équipe, d'où le personnage Spectrum que vous avez vu au début. On a également des personnes qui ont des troubles du langage, comme la dysphasie ou la dyslexie. Alors ça peut être à l'écrit aussi, hein, je parle de façon générale. Et du coup, ouais, effectivement, les messages rapides et tout ce qui est émoticône, super pratique pour envoyer des infos sans avoir à parler ni à taper. Des réactions visuelles et sonores, pareil, pour exprimer des émotions ou donner des consignes en quelques secondes. Et puis, il y a un autre point super important qui est important de mentionner aussi, c'est le harcèlement vocal. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, dans certains jeux en ligne, surtout pour les joueuses, l'ambiance micro, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. Et ces options-là, en fait, c'est pour ça que le personnage Spectrum, il est intéressant. C'est que avoir ce genre d'options, ça permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer dans un jeu. Passons maintenant à l'accessibilité cognitive. Ouais, l'élocution c'était assez rapide parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup trop de choses dessus. À l'écran, vous avez une araignée et un scorpion. Ouais, c'est une araignée, le chamallow. Ça, c'est une araignée dans Grounded, qui est un jeu dans lequel, en fait, vous êtes un personnage, vous vous retrouvez rétréci et vous vous promenez dans un jardin. Qui dit jardin dit insecte, et qui dit insecte dit araignée. Et bien là, c'est une araignée avec le mode arachnophobie activé. On a retiré tous les attraits de l'araignée pour transformer ça en chamallow géant. C'est pour ça qu'en introduction, je vous parlais des troubles psychiques, trauma, phobie, etc. Et à côté, c'est pas vraiment un problème de texture si le scorpion il est très cubique. C'est parce qu'il y a le mode arachnophobie activé en fait. Et du coup, tous les attraits arachnoïdes du scorpion, on les a rendus comme des cubes en fait. Donc la queue, on est censé avoir une sorte de pointe. On a un cube à la place. Voilà. Et en fait, ça s'arrête pas juste à des modes d'arachnophobie pour des personnes qui ont peur des araignées, forcément, mais ça peut aller aussi sur des modes thalassophobie pour des personnes qui ont la peur des fonds marins. Ça peut être différentes options pour des personnes qui auraient la peur des hauteurs. Je pense notamment à Dying Light, où vous sautez très haut parfois. Il y a plein d'options qui sont faites. Et ça permet d'adapter les éléments visuels, mais aussi le gameplay. On ouvre un peu les portes de son jeu à encore plus de monde, sans leur faire vivre une séance d'horreur non consentie. Moi, la question que je me pose, c'est qu'ils ont annoncé la sortie de Grounded 2. Et dans Grounded 2, on est censé pouvoir utiliser les araignées comme monture. Et du coup, je me demande si on va avoir des chamallows comme ça pour se promener dedans. Et on parlait du coup des araignées, on parlait des traumas, on parlait de beaucoup de choses. Je vais rester dans les traumas, donc on va aller sur la capture d'écran la plus proche de la porte là-bas, qui vient du jeu Dead Space. Ouais, Dead Space, j'ai un trou de mémoire, mais oui. Qui propose des avertissements de contenu. C'est-à-dire que là, on s'approche d'une porte, et on a un petit avertissement de contenu qui nous dit que dans la section qui va suivre, on va avoir des images graphiques de morts par arme à feu. Voilà. Quand on sait un peu ce qui se passe aux États-Unis, on se doute bien pourquoi ce genre d'avertissement de contenu est présent. On n'a pas forcément envie de faire revivre des traumas à des enfants. Donc, on leur propose notamment des avertissements de contenu
pour les prévenir, mais également pour tout le monde. Ça permet de savoir un peu... Enfin, on ne sait pas ce qui se passe, ça spoile pas, mais on sait qu'il va y avoir quelque chose de pas forcément très sympa. Et donc là, on va pouvoir se demander, est-ce que je veux y aller? Est-ce que je veux attendre un peu? Est-ce que je veux pas laisser la manette à quelqu'un d'autre? Voilà, toutes ces questions-là. Ça va permettre en fait aux personnes de pouvoir faire le vin. Ça évite de vivre certaines expériences un peu non consenties dans un jeu. Au-delà de ça, il y a d'autres jeux qui le proposent. Là, je vous ai mis l'exemple de Dead Space, mais vous avez The Last of Us Part 2 qui propose aussi ces petites alertes. Et Hellblade Senua's Sacrifice. Enfin, il y a plein de jeux qui le font et c'est de plus en plus courant. Et ensuite, sur l'autre capture d'écran, alors là, c'est plutôt lié à la photosensibilité. Donc tout ce qui est effet lumineux intense, clignotement, flash, ce genre de choses, qui peuvent provoquer du coup des crises d'épilepsie notamment, ou même des migraines pas très sympas. Alors là vous avez un exemple, c'est Lost Ark. Capture d'écran de Lost Ark, et ça apparaît au moment de chargement du jeu. Alors c'est bien, mais c'est pas parce qu'on charge le jeu qu'il va y avoir forcément des effets qui pourront amener à une crise d'épilepsie. Par contre, on a d'autres jeux, et malheureusement, j'ai pas les exemples là tout de suite, mais on a d'autres jeux qui proposent justement ce genre d'avertissement avant une cinématique. Et ça nous permet de pouvoir passer la cinématique. Ou de pouvoir aller dans les contrôles, modifier un peu les effets lumineux, réduire les effets lumineux, réduire certaines choses, pour nous permettre de ne pas déclencher de crise. Bon, maintenant j'ai une question à vous poser. Qui parmi vous a ouvert un jeu après 6 mois de pause en se demandant j'étais où, avec qui, pour faire quoi, comment? Non, personne? Si, du monde, quand même. Moi, c'est tout le temps. Et pour des personnes qui, comme moi, ont un peu des difficultés au niveau de la mémoire ou de la concentration, il y a des jeux qui pensent à nous, notamment les jeux de la série Dragon Quest. Ça parle à tout le monde à peu près. Voilà, c'est ma série de jeux préférée pour cette raison en l'occurrence. Et du coup, les jeux Dragon Quest, moi je les adore parce qu'à chaque fois qu'on relance sa partie, on a toujours un récapitulatif de ce qu'on a fait, avec qui, où on en est et ce qu'on doit faire après. Moi j'adore, c'est trop bien. On va parler rapidement d'IA avant de passer à la suite. Je sais pas si vous avez vu, Microsoft, Xbox plus particulièrement, a fait quelques teasings sur Copilot for Gaming. Ça parle là des gens, pas trop. Ça va être, du coup, Copilot, si jamais vous utilisez la suite Microsoft, ça doit vous parler un peu. Ça va être ça, mais pour du coup le jeu vidéo, principalement Xbox, dans un premier temps. Mais vous allez pouvoir en fait interagir avec cette IA pour avoir des récaps sur vos jeux, savoir ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, etc. C'est que de la théorie pour l'instant. Mais c'est un aspect très intéressant que je trouve qu'il faut en parler. Et à côté, c'est une capture d'écran d'un jeu qui n'existe plus. C'était The Witcher, le Pokémon Go The Witcher. Voilà. Ils avaient un journal de quête qui était sympa. Alors en fait, il me fallait un journal de quête parce que je veux vous en parler d'un autre, mais je peux pas mettre de capture d'écran sinon ça spoil. C'est celui de Baldur's Gate 3. Que je trouve très très bien, qui est très poussé, il est très détaillé, on sait pourquoi on a fait certaines actions, on sait pourquoi il faut qu'on continue à certains endroits, et en fait le résultat de tout ça, là, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, on n'a pas besoin de parcourir tout Reddit pour savoir quoi faire, ou autre site, on peut juste apprécier l'histoire, rester immergé dans l'univers, et on se sent pas largué dès qu'il y a une nouvelle cinématique qui arrive. Toujours un peu dans la même chose, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont beaucoup tourné en rond dans un open world en se disant « mais elle était où la porte où je devais aller déjà ?» Ouais, moi c'est toujours aussi. Et moi ce que j'aimais bien avec les jeux Zelda, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, c'est que je pouvais annoter les cartes. C'était cool. Maintenant quand je joue, moi je dois imprimer les cartes.
parce que les jeux me proposent pas toujours de les annoter directement dans le jeu, soit je dois passer par des sites externes, mais j'admets que moi j'ai un très grand écran, donc faire des alt-tab toutes les 30 secondes pour voir ma map, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Du coup, j'ai été obligée d'imprimer certaines cartes pour pouvoir jouer. C'est bête, hein, on peut se dire c'est rien, mais ça peut changer vraiment l'expérience de jeu d'une personne. Typiquement, j'ai arrêté de jouer aux jeux Pokémon sur Switch à cause de ça. Et un autre truc dont on parle très peu, mais qui est très important, surtout dans des jeux où on a un peu en vue à la première personne, en réalité virtuelle ou même en réalité augmentée. Est-ce que ça vous parle, la cinétose ? Oh, c'est le mal des transports. Et la cybercinétose, ça vous parle ? C'est le mal des transports, mais virtuel, du coup. Voilà. Moi, par exemple, je peux pas jouer à des jeux en VR à cause de ça. Je tombe malade, en fait, dès que j'ai envie de vomir dès que je mets un casque de VR et que je joue 5 minutes, c'est fini après, moi. Et il y a plein de jeux, en fait, comme ça, qui vont proposer de réduire un peu les mouvements de caméra. Subnautica le fait, où on peut réduire les mouvements de caméra pour ne pas avoir envie de gerber quand on nage dans l'eau. On peut aussi réduire le champ de vision pour éviter la nausée, donc au lieu de voir tout ce qui se passe, on peut réduire un peu. C'est aussi couper le motion blur, alors je saurais pas vous le traduire forcément de façon très pertinente, mais c'est des jeux comme No Man's Sky ou Far Cry qui, en fait, ça va permettre de rendre l'image un peu plus stable et plus supportable. Voilà. Alors, il n'y a pas que les jeux qui doivent être accessibles, il y a aussi un peu de l'écosystème autour des jeux. J'ai une question à vous poser également. Est-ce que vous avez déjà galéré à ouvrir un blister d'un jeu tout neuf ? Bon, avec la dématérialisation du jeu, forcément, c'est plus trop le cas, mais ouais, voilà. Et là, vous avez des exemples qui sont très cool. Le premier, c'est la manette Access de PlayStation, où en fait, on peut ouvrir toute la boîte avec un seul doigt. Voilà. Et on peut du coup, par exemple, si on veut récupérer les petits boutons, et pareil, on peut utiliser qu'un seul doigt, on veut sortir la manette, on peut utiliser qu'un seul doigt, et c'est très très cool. Et à côté, c'est le même packaging, mais du coup pour la Xbox, le Xbox Adaptive Controller, pardon. Et pareil. Et il y a même un petit guide qui est proposé par Microsoft pour vous aider à créer des packaging accessibles si jamais. Il est gratuit en plus, donc autant en profiter. Ça, je l'ai rajouté tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi juste avant. Donc ça, en fait, c'est un écran d'achat intégré dans un jeu mobile. Je sais plus lequel, Garden Shop apparemment. Voilà, pourquoi je vous l'ai mis ? Parce qu'en fait, même vos achats intégrés doivent être accessibles dans vos jeux. Sinon, c'est bien, hein. Votre jeu, il est accessible, mais il y a des personnes qui peuvent pas acheter dedans. C'est dommage, vous perdez des clients. On en vient à ça, du coup, pourquoi est-ce qu'on rend un jeu accessible ? Tout simplement parce qu'en fait, plus on a de personnes qui peuvent jouer à notre jeu, et plus notre jeu il est cool, et plus on vend des jeux. Ça, c'est bien. Et du coup, le Curb Cut Effect, bon, je l'ai un peu teasé en parlant du Persona Spectrum au tout début, mais quand on conçoit des choses, en fait, pour des personnes handicapées, on conçoit pour tout le monde quelque part. J'ai plus la phrase en anglais, mais c'est... Bref, je n'ai plus la phrase, je ne vais pas essayer de l'inventer. Mais du coup, c'est un concept qui provient de l'urbanisme, où en fait les trottoirs abaissés avaient été conçus initialement du coup, pour les blessés de guerre en fauteuil roulant. Et au final, ça bénéficie à tout le monde, c'est-à-dire que personnes qui ont des poussettes, des valises, des vélos, des trottinettes, que sais-je, ça sert à tout le monde. C'est pareil pour le jeu vidéo. Comment on fait ? C'est bien, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Un peu comme pour le web et le mobile, il y a des référentiels d'accessibilité qui existent. Voilà. Alors, c'est pas vraiment des référentiels, c'est plus des guidelines à suivre. Donc, vous en avez des qui sont propres à Xbox. Donc, si jamais vous voulez créer un jeu pour qu'il soit sur Xbox, il faut suivre le premier. Vous avez les Game Accessibility Guidelines qui, elles, sont bien plus vastes et touchent tous les jeux, tout type de jeux, que ce soit mobile, que ce soit web, sur PC, sur console, sur peu importe. Vous avez également les Accessible Player Experience. Pareil, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Si jamais ça vous intéresse, Microsoft propose un cours gratuit sur les concepts de base de la conception d'un jeu accessible. Vous l'aurez dans les ressources, vous inquiétez pas.
Et en plus de ça, il y a un truc super chouette que j'ai appris à 11h29. Je sais pas si vous êtes au courant, mais là, le 28 juin, il y a un truc qui se passe dans l'accessibilité. Il y a l'European Accessibility Act qui rentre en vigueur. Eh bien, l'info que j'ai eue à 11h30, là, c'est que potentiellement, on pourrait l'appliquer aux jeux mobiles. Voilà. Ça reste du potentiel parce que personne ne comprend vraiment cet European Accessibility Act. Pour avoir bossé dans une boîte d'accessibilité, on a passé des heures et des heures à essayer de le comprendre. Même aujourd'hui, on ne le comprend pas. Et du coup, qui est concerné? Je suis désolée, j'ai mon téléphone. Et ça va être tous les jeux web mobiles, donc console, PC, téléphone, qui ont un chat entre les différents joueurs. Ça veut dire que si vous avez un chat vocal, il va vous falloir un chat écrit également. Ça va être également tout ce qui est achat intégré. Ça rentre un peu dans ce qui est concerné par toute la partie e-commerce. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui est identification, sécurité, paiement, tout ça, ça doit être utilisable par tout le monde. Sauf si vous êtes une micro-entreprise. Bon, après, je vous laisserai regarder dans le détail, mais voilà. Et un autre truc, c'est le General Product Safety Regulation. C'est une loi sur la sécurité des produits, européenne forcément, qui inclut les jeux vidéo. Et du coup, ce qui est requis dedans, c'est qu'on évite les contenus dangereux, donc les effets qui provoquent des crises d'épilepsie, on évite. Et il faut surtout prendre en compte les risques pour la santé mentale, surtout chez les enfants. Avertissement de contenu. Voilà. Donc ça, c'était les dernières news que j'ai eues ce matin, à 11h30 du coup. Concrètement, Eh bien, concrètement, il y a plein de choses qui existent. On a des plugins pour Unity, on a des features pour Unreal, on a les Microsoft Game Activity Testing Service, auxquels vous pouvez faire appel pour tester vos jeux, pour savoir s'ils sont accessibles ou pas. Je vous invite à scanner le QR code si vous le souhaitez, ça va vous ramener sur un repo GitHub sur lequel il y a toutes les ressources que j'ai utilisées, notamment pour cette conf, mais pour vous aider à aller plus loin si jamais vous voulez faire appel à des assos ou autres pour vous aider à tester vos jeux. Vous avez des audio description tools, Color Oracle, tout ce qui est test automatisé, test manuel, test utilisateur, test accessibilité, etc., etc. Le point important que je veux vous retenir avec cette slide, c'est qu'il y ait plein d'outils qui existent, une des choses les plus importantes, c'est si vous voulez créer un jeu à destination de personnes aveugles, faites des tests avec des personnes aveugles. Voilà. En fait, c'est... pareil, je n'ai toujours pas la phrase. Nothing about us without us. Rien sur nous sans nous. Ça fait sens, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important, surtout dans le jeu vidéo. C'est notamment comme ça que les équipes de Microsoft ont réussi à sortir un jeu Forza entièrement jouable par des personnes aveugles. C'est en embauchant des consultants aveugles dans leurs équipes. Alors, un jeu de course qui peut être joué par des personnes aveugles, c'est franchement impressionnant. Pour avoir vu les tests sur les vidéos sur YouTube et tout, c'est très cool. Mais du coup, c'est le plus important que je veux vous reteniez. Mais à quel moment on le fait? Alors, c'est vrai qu'on se dit, ouais, c'est bien, j'ai créé mon jeu, mais j'ai pas pensé à tout ça. C'est pas grave. C'est vrai que, dans l'idéal, il faudrait pouvoir le créer dès le début de la conception du jeu, l'intégrer comme un élément à part entière. Si on le fait après, c'est faisable, mais c'est juste ça va prendre plus de temps et un peu plus d'argent. Je vais prendre l'exemple de mes petits muffins aux myrtilles que vous voyez là. Ils sont beaux. C'est pas les miens. Mais du coup, admettons, je veux faire des muffins aux myrtilles, je fais ma pâte, je les mets au four, et puis là, je les sors, et je me rends compte que j'ai oublié les myrtilles. Et soit, deux options, soit je recommence tout, ou soit je trouve un moyen d'ajouter mes myrtilles dans mon muffin. Voilà, c'est pas idéal. Ajouter des myrtilles après cuisson, ça peut se faire, hein. Mais le muffin, il n'aura pas forcément la même apparence que ce que je voulais au début, ni sera peut-être pas aussi bon également. Si je recommence tout, ça va me coûter de l'argent, parce qu'il va falloir que je retourne acheter des ingrédients. Ça va me prendre du temps, parce qu'il va falloir que j'attende que la pâte recuise. Mais le résultat sera là. C'est exactement pareil avec l'accessibilité, que ce soit dans un jeu,
Sur un projet web, sur une app mobile, quand on le fait dès le début, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus économique, en temps et en argent, et en ressources humaines également. Faut voir l'accessibilité vraiment comme un ingrédient à part entière dans la recette de son jeu, tout comme dans ses projets. En conclusion, je vais vous partager un tweet de Grant Stoner. Alors Grant Stoner, c'est un journaliste spécialisé dans l'accessibilité des jeux vidéo qui écrit notamment pour IGN. Et son tweet fait référence à des jeux nominés pour prix d'innovation en accessibilité au Games Award de 2023, qui dit que l'accessibilité c'est une question de conception, de communauté et de rupture des normes culturelles. L'accessibilité est et sera toujours plus que des paramètres. J'aime beaucoup cette citation parce qu'en fait, ça rappelle vraiment que l'accessibilité, c'est pas juste une série de paramètres à cocher dans un menu, même si c'est un peu le cas avec toutes les guidelines à suivre, etc. C'est vraiment un état d'esprit, un processus continu qui doit faire partie intégrante de la conception, de la culture, mais aussi de la communauté des jeux. Croyez-moi, le nombre de Discord dédiés à l'accessibilité des jeux vidéo, c'est assez impressionnant. Je vous en retrouverai plusieurs sur le repo GitHub. Voilà. Eh bien, félicitations, vous venez de débloquer un nouveau succès, celui de rendre son jeu vidéo accessible. C'est une étape clé, souvenez-vous que l'accessibilité c'est un voyage continu, pas une destination. On a abordé beaucoup de concepts aujourd'hui, et l'essentiel c'est de toujours rester curieux et à l'écoute des besoins des joueurs et joueuses. Merci pour votre attention. Allez, si vous voulez, là c'est pour faire des petits feedbacks, et à côté c'est pour si vous voulez retrouver les ressources. Et on a largement assez de temps pour des questions, donc Trop bien. n'hésitez pas. Déjà, merci pour ce talk. Je voulais savoir, actuellement, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu pour les jeux vidéo de rendre leurs jeux accessibles, ou c'est vraiment plus des options un peu gadgets comme... Est-ce qu'il y a vraiment des jeux qui ont vraiment cette vision-là ou pas? Oui, mais actuellement, est-ce qu'il y a vraiment des éditeurs qui ont vraiment cette vision-là? Oui, il y en a. Alors, c'est un jeu finlandais que j'ai vu là, il y a quelques temps, qui est principalement... Alors, il y a du visuel, hein, mais on peut jouer le jeu sans voir ce qui se passe à l'écran. Je vous retrouverai le nom, mais c'est un jeu qui on fait une aventure, et tout se passe quasiment par le son, et en fait, c'est un jeu d'énigmes comme ça, par le son. J'ai plus son nom, je suis désolée. Mais c'est vraiment une volonté, il y a de plus en plus de jeux qui s'y mettent. Alors sur mobile, pas tant que ça, malheureusement. Quoique ça commence de plus en plus, hein, pour le coup. Il y a beaucoup plus d'éditeurs qui se rendent compte de l'impact en fait que ça a, surtout au niveau des achats intégrés. Mais au-delà de ça, en termes de jeux plutôt PC, console, il y a vraiment des gros enjeux, beaucoup plus de studios qui se mettent dessus. Notamment sur... tous les jeux que j'ai pu citer en fait travaillent notamment avec plein de consultants freelance sur comment rendre des jeux accessibles en fonction des différents types de handicaps qu'ils cherchent à viser. Alors un jeu pourra pas forcément être accessible à tout le monde. C'est-à-dire que faire un jeu qui est à la fois accessible pour des personnes aveugles, pour des personnes pour des personnes sourdes aveugles, donc qui sont sourdes et aveugles, c'est pas même tu vas pas avoir les mêmes problèmes, enfin ça va être plus complexe que de par exemple rendre accessible un jeu que pour des personnes aveugles. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pour ça que c'est souvent des gros studios qui ont plus de moyens qui peuvent se permettre de faire ça. Tu as parlé un tout petit peu de VR et je voulais avoir ton avis sur l'accessibilité en VR. Le premier truc qui me vient en tête, moi, c'est que par exemple, tout ce qui est des scènes un peu traumatisantes ou des choses comme ça l'est encore plus en VR pour avoir testé un petit peu. C'est tellement plus immersif. Et donc, je voulais avoir ton avis là-dessus et si tu savais si c'était un sujet qui était abordé par les studios VR.
Ça commence à l'être de plus en plus, surtout qu'ils font des remakes de jeux sortis comme Dead Space. Alors, pas forcément Dead Space, mais ils font des remakes de ces jeux-là en VR, justement, pour les rendre encore plus immersifs. Alors, malheureusement, je peux pas faire de VR, donc je serai pas en mesure de te faire mon retour d'expérience dessus. De ce que je vois et comment ça évolue, effectivement, il y a quand même une volonté d'amener plus d'avertissements de contenu. Après, malheureusement, quand je vois aussi ce qui se passe aux US, notamment avec la fin de beaucoup d'initiatives diversité, équité, inclusion dans des studios, je sais pas trop où on va aller. Merci beaucoup, on peut l'applaudir.